Dans l'actualité ce soir, les syndicats enseignants veulent frapper un grand coup contre les suppressions de postes. La grève demain devrait être très suivie, en particulier à l'école primaire. Situation très inégale pour le service d'accueil minimum. Le malus pour les voitures les plus polluantes sera payable chaque année, 160 € par an. La plupart des véhicules concernés sont des 4x4 de marque étrangère. Un ancien Premier ministre devant les tribunaux, Dominique de Villepin, sera finalement jugé pour complicité de dénonciation calomnieuse dans l'affaire Clearstream. Les derniers meetings de la campagne au Parti Socialiste avant le vote demain des militants, Martine Aubry à Aubervilliers, Benoît Hamon à Brest, Ségolène Royal à Paris, Ségolène Royal qui sera avec nous tout à l'heure depuis donc son meeting au gymnase Japy. La crise ouverte entre la France et le Rwanda, une proche du président Kagame a été transférée à Paris pour être entendue par la justice sur l'assassinat qui a déclenché le génocide. Manifestation monstre de protestation à Kigali. Enfin, un succès médical très encourageant. Une femme de 30 ans a bénéficié d'une greffe de trachée sans médicaments immunosuppresseurs. Une opération rendue possible grâce aux cellules souches. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, cette dernière minute, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure, les gendarmes ont délivré tout à l'heure une adolescente de 14 ans séquestrée depuis plusieurs jours par un pédophile, un homme de 44 ans, interpellé après une course-poursuite. Cela s'est passé près de Nevers. Voici les tout premiers éléments avec Zindine Boudaoud. Elle avait fugué il y a 5 jours de l'internat de son collège à Bruderdorf en Moselle. Les gendarmes l'ont retrouvée saine et sauve ce matin dans la Nièvre, à Sermoise-sur-Loire. L'adolescente de 14 ans se trouvait en compagnie d'un homme de 44 ans déjà condamné pour pédophilie. La jeune fille était dans la voiture avec lui. Donc on a retrouvé les deux personnes. Dans quel état de santé se trouvait la jeune fille? La jeune fille est en bonne santé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils se sont rencontrés par la voie d'Internet. Je ne sais pas où exactement ils se sont rencontrés, mais donc elle a signalé par SMS à des camarades sa position, ce qui a permis d'alerter les forces de l'ordre et de déclencher donc des investigations qui ont permis d'identifier l'homme et de le localiser par la géolocalisation du portable. Le suspect va être transféré à La Rochelle, sa ville d'origine, pour y être interrogé. Après des examens médicaux, l'adolescente devrait vite retrouver sa famille. Voilà pour ces premiers éléments, nous y reviendrons bien sûr le cas échéant en cas de nouvelles informations. Dans l'actualité ce soir, cette question, faut-il s'attendre au retour des grandes grèves dans l'enseignement? Celle de demain, je vous le disais, s'annonce très suivie. De nombreuses écoles pourraient être fermées, d'autant que le service minimum d'accueil ne devrait pas être appliqué ou alors très partiellement dans les grandes villes dirigées par la gauche. À Nantes, reportage Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Demain à Nantes, la grève dans l'éducation nationale s'annonce particulièrement suivie. En prévision, plus de 70% de grévistes dans les 3/4 des écoles de la ville. Alors ici, pour les parents, au menu, un peu d'anticipation et beaucoup de pragmatisme quand c'est possible. C'est une amie ou une copine qui va garder le pied à la maison toute la journée. J'ai pris un jour de congé et on va s'organiser, on va aller déjeuner quelque part. J'ai pas prévu, moi je suis obligée de travailler donc j'ai pas de solution. Des familles qui, quelle que soit la solution trouvée pour leur enfant, donnent un avis tranché sur cette grève. J'en suis solidaire et pour tout le monde, je pense qu'il faut se faire entendre. Et même si les gens sont mécontents, ce que je peux très bien comprendre, je trouve que pénaliser les gens, c'est quand même assez pénible. On avait mis donc un service minimum en place, mais vu que les centres de loisirs font grève, du coup il n'y a plus. Voilà. Des parents souvent déboussolés. C'est pas facile, hein, pour nous. Depuis le début de la semaine, 8000 appels de famille, un foyer nantais sur 2 ont atterri dans ce centre de renseignement. À chaque fois la même question sur le service minimum d'accueil désormais prévu par la loi, mais dans la ville de Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée, seules 38 écoles sur 80 en grève le proposeront. Par principe républicain, nous avions décidé de mettre en œuvre ce qu'il fallait pour l'appliquer. Sur le terrain, concrètement, on voit que c'est extrêmement difficile si on ne prend pas de risque en termes de sécurité pour les enfants, ce qu'on ne fera pas à Nantes. Un mouvement auquel, cette fois en plus, devrait prendre part le personnel municipal. Et à l'Assemblée nationale tout à l'heure, le ministre de l'Éducation, Xavier Darcos, s'en est pris aux mairies qui n'appliquent pas la loi. Les Français ne doivent pas être les otages du Parti socialiste. Fin de citation. Alors cette grève porte, vous le savez, sur les suppressions de postes. 13 500 sont prévus cette année encore au total. Parmi les premiers touchés, il y a ceux qu'on appelle les RASED, ces enseignants spécialisés dans le soutien aux élèves à problème. Reportage Antoine Gaveau, Jean-Marie Lequertier.
Corinne Fortier n'est pas vraiment une enseignante comme les autres. D'abord parce qu'au début du cours, c'est elle qui vient chercher ses élèves. Bonjour, je viens chercher Ariane et Marina, on y va? Ensuite parce que dans sa classe, il n'y a que 3 enfants. Corinne Fortier est enseignante RASED. Donc après 209, c'est 210. Institutrice pendant 20 ans, elle a ensuite passé une formation pour s'occuper uniquement d'élèves en difficulté. Jusqu'à 300. Mon travail au départ, c'est de les mettre en réussite pour d'abord qu'ils retrouvent souvent une estime d'eux-mêmes, qu'ils prennent conscience de leurs compétences et qu'ils avancent, qu'ils construisent leurs apprentissages. Écoute bien Wilson, Brian et Marina ont par exemple des problèmes en maths. Il y a des choses que je comprends pas et ici là je comprends. Un RASED ou réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, c'est en fait 3 personnes. Un enseignant spécialisé dans les problèmes d'apprentissage, un autre dans les problèmes de comportement et un psychologue scolaire. Les 2 enseignants n'ont pas de classe attitrée, ils se déplacent dans plusieurs écoles en fonction des besoins. Les membres du RASED se réunissent aussi toutes les semaines pour parler des problèmes rencontrés et des solutions à apporter à chaque élève. L'importance de la synthèse, c'est de croiser nos regards, d'avoir plusieurs opinions. À la rentrée 2009, sur les 11 000 existants aujourd'hui, 3 000 postes seront supprimés. Car en septembre, le ministère a mis en place 2 heures de soutien par semaine dans toutes les écoles. Alors selon lui, les RASED ne sont plus utiles, excepté dans les zones sensibles, ce que Corinne Fortier ne comprend pas. L'enseignant spécialisé ne fait pas du soutien scolaire. L'enseignant spécialisé ne va pas reprendre une notion qui n'a pas été acquise en classe. Il va vraiment faire un travail de fond. Demain, la grande majorité des RASED manifestera pour conserver sa spécificité. Corinne Fortier et les autres devraient même prendre la tête du cortège parisien. Toujours dans l'actualité sociale, le recul de la SNCF. Elle renonce au projet de réforme de la réglementation du travail pour les conducteurs dans le fret. La CGT et Sudrail maintiennent toutefois un préavis de grève pour dimanche soir. On reste dans les transports avec cette décision du gouvernement. Le malus pour les voitures les plus polluantes sera donc annualisé, c'est-à-dire qu'il devra être payé tous les 12 mois, une somme de 160 €. Attention, seuls les nouveaux acheteurs seront concernés. Diego Garcia, Sébastien Lafargue. C'est un peu le retour de la vignette. Le gouvernement propose d'instaurer à partir de janvier prochain un malus annuel de 160 € pour les véhicules les plus polluants. Ceux émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui représente 1% des véhicules en France. Les possesseurs de 4x4 ne décolèrent pas. Totalement discriminatoire. Pourquoi? Nous sommes en Europe le seul pays où on taxe les véhicules 4x4, les véhicules dits pollueurs. Vous trouvez ça normal? Ce malus vient s'ajouter à la taxe existante au moment du paiement de la carte grise. Pour les journalistes d'AutoPlus, c'est une fausse bonne idée. Ça veut dire qu'on incite un petit peu plus les gens à bouder les véhicules essence au profit des diesels, parce qu'eux rejettent moins de CO2. Donc, encore une fois, c'est le sacré diesel en France qui est privilégié. Cette mesure, promise par le Grenelle de l'environnement, est pour les défenseurs de la nature une application du principe pollueur-payeur. Côté concessionnaire, on se veut optimiste malgré tout. Ça ne changera pas grand-chose. Le système des bonus-malus est désormais rentré dans les mœurs. Ce n'est pas 160 € qui changeront quelque chose. Et pourtant, depuis que le système du bonus-malus existe, les ventes de 4x4 ont baissé de moitié. Le gouvernement estime que cette nouvelle mesure est une bonne mesure, même dans un contexte difficile pour l'industrie automobile. Oui, précisément, cette décision intervient alors que le secteur automobile est frappé par ailleurs de plein fouet par cette crise et partout dans le monde. C'est du jamais vu aux États-Unis. Les patrons des plus grands groupes sont venus au Sénat réclamer 25 milliards de dollars d'aide pour éviter la faillite. L'un d'entre eux s'est même dit prêt à renoncer à son salaire. Julien Dupéret. Sauver nos emplois, c'est ce que sont venus crier ces salariés de General Motors aux États-Unis, inquiets de voir les caisses du constructeur automobile américain vides. Arriver au boulot le matin et se dire qu'on peut perdre son emploi, ça fait peur, très peur. Et les salariés ne sont pas les seuls à appeler au secours. Devant le Sénat, les dirigeants des 3 géants automobiles américains, General Motors, Ford et Chrysler, se présentent unis. Unis pour convaincre l'État de leur prêter 25 milliards de dollars en agitant le chiffon de la faillite. Le coût serait catastrophique en termes d'emplois perdus, de salaires ou d'impôts. Ce serait très mauvais pour la consommation et la confiance.
Cet homme, un des patrons de Chrysler, propose même de ramener son salaire à $1 par an s'il le faut. Pas suffisant, répondent les Républicains. Pour eux, les constructeurs sont les premiers responsables de cette situation à cause d'une stratégie et d'une production mal organisée. Une crise qui traverse l'Atlantique. Dans sa chute, General Motors entraîne l'allemand Opel dont elle est propriétaire. Résultat, la production sera en baisse de 10% l'année prochaine et le nombre d'heures de travail réduit. Seule différence avec les États-Unis, la région de l'Esseux vient de voter pour Opel un plan d'aide de 500 millions d'euros. Et en France aussi, les mouvements se multiplient dans les différents sites concernés par la crise. Ici à Sandouville, près du Havre, les salariés de Renault et de l'équipementier Faurecia ont débrayé et manifesté pendant 2 heures. C'est là-bas qu'on fabrique la Laguna et 1 millier de suppressions d'emplois sont prévues. On en vient à la conclusion de l'enquête sur l'affaire Clearstream qui a alimenté la chronique judiciaire et politique ces dernières années. Il y aura donc bien un procès et Dominique de Villepin en sera l'un des prévenus. Il est soupçonné, vous le savez, d'avoir été l'un des instigateurs d'une tentative présumée de déstabilisation qui visait notamment Nicolas Sarkozy. Olivier Caroff. Ce sera la correctionnelle. Pendant plusieurs mois, Dominique de Villepin a espéré que les charges retenues contre lui seraient abandonnées ou au moins allégées. Un discours tenu à chaque convocation. Ma conviction, c'est que l'affaire Clearstream n'est pas une affaire politique. Pour les juges Duy et Ponce, l'ex-premier ministre doit comparaître pour complicité de dénonciation calomnieuse, complicité d'usage de faux, recel de vol et d'abus de confiance. Dans l'affaire Clearstream, il apparaît, selon ces magistrats, comme le donneur d'ordre, celui qui organise une réunion sur les fameux listings où va apparaître le nom de Nicolas Sarkozy. C'était en janvier 2004 au Quai d'Orsay. Lui encore, qui aurait ordonné leur envoi à la justice alors que c'était des faux et qu'il pouvait le savoir. Le but, éliminer son rival politique. C'est l'intime conviction des enquêteurs, mais ils n'ont pas de preuves. Dans un communiqué, Dominique de Villepin parle d'instrumentalisation. Tout au long de l'instruction, la vérité des faits et du droit a été détournée au profit d'une seule partie civile qui est en même temps aujourd'hui président de la République. Avec lui, 4 personnes seront jugées, dont l'informaticien Imad Laoud, faussaire supposé, et Jean-Louis Gergorin, le corbeau qui expédiait les listes. Dominique de Villepin, lui, dit n'espérer qu'une chose désormais, que le procès ait lieu rapidement. Et toujours à propos de justice, la fronde contre Rachida Dati ne faiblit pas, au contraire. C'est une procédure sans précédent. 534 magistrats ont signé une pétition pour demander des excuses publiques à la garde des Sceaux. Ils n'ont pas apprécié son intervention après le suicide d'un mineur en prison le mois dernier. Dominique Verdaillan avec nos bureaux en région. Une fronde du jamais vu de mémoire de garde des Sceaux. Le 20 octobre, Rachida Dati reçoit un accueil glacial à son arrivée à Metz. 3 jours plus tard, les magistrats envahissent les marches des palais de justice. Avant-hier, ce sont 534 magistrats qui lui adressent un courrier commun. Président de cour d'assises, juge des enfants, procureur, ils n'ont pas digéré qu'après le suicide d'un détenu, une substitut de Sarreguemines soit convoquée par l'inspection générale des services judiciaires. Ils écrivent: une magistrate a été salie publiquement et dans les médias par la garde des Sceaux en personne. Les magistrats signataires demandent à la garde des Sceaux d'exprimer des regrets et des excuses publiques. Le 27 octobre, Nicolas Sarkozy avait reçu le principal syndicat de magistrats. On pensait la tension apaisée. Erreur. Ce n'est pas une motion de défiance, c'est une motion qui souhaiterait aboutir à un meilleur dialogue avec la garde des Sceaux. Encore faut-il qu'elle comprenne notre appel. Or, elle ne semble pas comprendre. La réalité aujourd'hui, c'est que les juridictions, dans un certain nombre de situations, se disent mais au fond, quelle que soit la décision que je prends, on va me tomber dessus. Rachida Dati ne répondra pas aux attentes des magistrats. Pas de regrets, pas d'excuses. Dans une interview ce matin, elle avoue d'ailleurs ne pas comprendre la teneur de cette motion. Une grande enquête maintenant, une grande enquête qui confirme que les violences faites aux femmes restent un fléau. Il s'agit d'une enquête de victimation, donc une sorte de sondage géant, et elle porte sur les violences gratuites, c'est-à-dire hors violence sexuelle et hors vol. Premier enseignement, un peu moins de 5% des femmes, 4,9% disent en avoir subi. Deuxième enseignement, dans 60% des cas, cela se passe dans leur foyer et non pas à l'extérieur. Troisième enseignement, dans 42% des cas, l'auteur des violences est le conjoint ou un ex-conjoint. Alors on a déjà entendu, y compris ici même, des témoignages de femmes battues.
il est beaucoup plus rare d'entendre les maris violents. Peuvent-ils expliquer leur attitude? Peuvent-ils s'amender? Laetitia Legendre-Trousset et Sébastien Lafargue ont pu en rencontrer à Nîmes. Voici leur reportage. La violence, Michel l'a toujours connue, depuis qu'il est enfant. Il l'a vécue, l'a subie et l'a pratiquée. Mais il y a 2 ans, sa compagne dépose une main courante au commissariat pour violence conjugale. Il accepte alors d'être accompagné pour tenter de contenir ses pulsions. Au début, c'était des injures, mais c'est vite devenu des coups. Et on se rend compte qu'on est violent à ce moment-là? Sur le moment, pas vraiment. Par contre, le lendemain, on est obligé de s'en rendre compte. C'est-à-dire? Ma femme, quand je la voyais le matin qu'elle se réveillait, qu'elle avait un bleu à l'œil, je me doutais bien qu'elle s'était pas connue dans une porte. Chômage, alcool. Avec l'aide de psychothérapeutes, il s'interroge alors sur sa responsabilité. Dans mon éducation, l'homme, c'est lui qui gère la maison. Point final. C'est lui qui commande, c'est lui le chef, il a tous les droits. Ce qui fait que j'ai toujours cru que ce que je faisais, c'était tout à fait normal. Depuis 3 mois, Michel participe à un groupe de parole. Par amour pour sa femme et ses enfants, pour leur prouver aussi qu'il a envie de changer. Ce qui m'a fait prendre conscience, moi, c'est que je voyais mes filles malheureuses et que je voulais faire comprendre à mes filles que c'est pas une fatalité que les hommes frappent sur leurs femmes. Je voulais leur faire comprendre que c'est pas normal. Depuis 4 ans à Nîmes, une association de droits des femmes, en collaboration étroite avec la justice, propose aux auteurs de violences conjugales un suivi par des spécialistes dès qu'une plainte est enregistrée. Que la victime retire ou pas sa plainte n'a aucune incidence sur l'action publique elle-même. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important à signaler parce que ça permet aussi de déculpabiliser la victime qui, une fois dépose plainte, puis se dit je vais retirer ma plainte parce que je me sens coupable d'avoir déposé, etc. Non, on continue. Une fois par semaine, bonjour, on y va. Durant 2 mois et demi, bonjour. Les auteurs de violences se retrouvent ici, bonjour, à la maison de la justice. Passé le choc de la garde à vue, ils apprennent peu à peu à dialoguer. La dernière incident que j'ai avec ma femme, j'étais en train de bricoler. Elle me parlait mal, je lui dis, si je descends, je vais te casser la tête avec ce marteau. Je sais que je ne vais pas le faire, ça. Ce qui a été dur pour moi, c'est la prison. C'était la première fois dans ma vie où je suis passé chez un procureur. Si à l'avenir il y a un accrochage, je pense toujours à ce passé. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir honte de ce que l'on a fait? C'est clair, ça, il y a toujours le regret. Après, c'est sûrement, c'est une pulsion, c'est assez dur à définir. Quoi. Je me suis étonné moi-même. Nous sommes des gens civilisés, pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution comme des gens civilisés, pas comme des gens de Moyen-Âge? Je pense que c'est un accident. On peut appeler ça comme ça. Mais c'est des accidents que j'aimerais pas avoir, quoi. Parce que c'est un truc vraiment nul, quoi. Enfin, une histoire de mort, ça ne doit pas tourner autour de ça, quoi. Principal enjeu, prévenir toute récidive, en les aidant à prendre conscience de leur violence. Il leur faut aussi rétablir la communication au sein du couple, qui dans 2 tiers des cas, vit encore sous le même toit. Je croyais que c'était le seul que j'avais ce problème. Vous croyez être le seul? Ouais. Et quand j'arrive ici, je vois des collègues avec moi dans le groupe. Chacun, c'est-à-dire on a partagé, c'est-à-dire mes problèmes, ils ont pris un peu de mes problèmes, moi j'ai récupéré un peu de leurs problèmes, et on a partagé ça. Et ici on est à l'écoute. Ouais. On ne se sent pas jugé? Non, pas du tout. C'est important? Bien sûr. Ils reconnaissent qu'ils ont posé un acte violent, même si au départ c'est difficile de leur faire comprendre que le fait d'avoir posé la main, d'être passé à l'acte, c'est de la violence verbale. Ils ont beaucoup de difficultés. Donc nous leur expliquons les différentes formes de violence. Donc ça c'est une découverte pour eux. Ces entretiens associent également les victimes lorsqu'elles le souhaitent. En France, ces expériences sont encore rares et pourtant elles marchent. À Nîmes, sur la centaine d'auteurs suivis depuis 4 ans, le taux de récidive est quasi nul. Et rappelons que tous les milieux sociaux sont touchés. Il est 20h18. À suivre, un beau succès médical. La première greffe sans risque de rejet a été réussie à Barcelone. Une greffe de trachée qui s'appuie sur la technique des cellules souches. Elle veut incarner le renouveau du Parti socialiste. Mais comment? Pendant son dernier meeting, Ségolène Royal sera en direct avec nous. Et puis le retour d'un certain Diego Maradona comme sélectionneur national argentin. Pour ses débuts ce soir face à l'Écosse, il est rattrapé, vous le verrez, par son passé.
Mais d'abord, peut-être la fin des lois mémorielles. De quoi s'agit-il? De ces lois qui définissent le contenu de l'histoire officielle à enseigner aux enfants, que ce soit sur la colonisation ou sur le génocide arménien. Elles ont provoqué, on en a parlé ici même, des débats passionnés. Un rapport parlementaire préconise désormais la prudence. L'histoire devra être laissée aux historiens. Daniel Wolfrom, Christophe Vignal. Hier soir au Parlement, calme et discussion feutrée, pourtant l'événement n'est pas mince. Il n'y aura plus de loi sur la mémoire car ce n'est plus aux députés de légiférer sur l'histoire. Ce n'est pas à une majorité politique d'exprimer un jugement sur l'histoire, parce que cela conduirait finalement un jour à ce qu'une autre majorité politique détricote l'histoire. Fini donc les lois dites mémorielles. Elles avaient le don de diviser la nation. Exemple, l'article voté en catimini en 2005 qualifiant de positif la colonisation française. Protestations, pétitions par milliers, 2 mois plus tard, exit le rôle positif de la colonisation. En 2006, autre sujet de friction, une loi reconnaissant le génocide arménien est proposée, la communauté turque se mobilise. Aujourd'hui, la loi n'est toujours pas passée. Décidément, l'histoire et la loi ne font pas bon ménage. Cette professeure d'histoire a fait partie de la mission d'information entendue par l'Assemblée nationale. Le débat historique et le débat académique, il a lieu dans les universités, il a lieu dans les centres de recherche, il a lieu dans les revues spécialisées. Il ne doit pas avoir lieu dans un tribunal ou dans un parlement. Par contre, demeure la loi Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage. Comme la loi Guesso sur le négationnisme, il n'est pas question d'y toucher. Elles font partie toutes les deux de la mémoire partagée des Français. L'actualité à l'étranger avec d'abord ces menaces d'Al-Qaïda contre Barack Obama. Le numéro 2 de l'organisation terroriste, Ayman al-Zawahiri, accuse le futur président américain d'avoir trahi ses racines islamiques et de soutenir Israël. Dans une cassette audio, il appelle en outre à la poursuite des attaques contre l'Amérique et met en garde contre l'envoi de renforts en Afghanistan. Des nouvelles des pirates au large de la Somalie. Ils exigent une rançon pour relâcher le superpétrolier saoudien et ses 25 membres d'équipage capturés samedi. Des négociations seraient en cours. Par ailleurs, le ministre français de la Défense Hervé Morin a annoncé que l'opération navale de l'Union européenne sur les lieux commencera le 8 décembre prochain. La crise ouverte entre la France et le Rwanda. Une proche du président Kagame a été transférée aujourd'hui à Paris. Elle sera entendue par la justice sur l'assassinat qui a déclenché le génocide il y a 14 ans. L'enquête avait été ouverte par le juge Bruguière. Explication Dorothée Oliéric, Frédéric Capron. La femme transportée dans ce fourgon policier se prénomme Rose. Elle est au centre d'un feuilleton à rebondissement entre la France et le Rwanda. Arrêtée la semaine dernière en Allemagne, elle a été transférée aujourd'hui à Paris, où elle est actuellement entendue par des juges français. Rose Kabouye, 47 ans, directrice du protocole du président rwandais, ici à ses côtés, est visée par un mandat d'arrêt lancé il y a 2 ans par le juge Bruguière. Elle est soupçonnée d'avoir participé à l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. C'était en 1994 et le début du génocide où quelques 800 000 Tutsis ont trouvé la mort. Mais voilà, au Rwanda, on voit les choses différemment. Et des dizaines de milliers de personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues de Kigali pour protester contre l'Allemagne et la France qui se permettent d'attaquer Rose, perçue ici comme une héroïne qui a mis fin au génocide. Rose, qui faisait son travail de diplomate, a été arrêtée pour rien. C'est une honte. La foule a convergé vers l'ambassade d'Allemagne en exigeant la libération immédiate de Rose Kabouye. Ils attendent aussi de savoir si elle va ou non être mise en détention. À cause de cette affaire de mandat d'arrêt, les relations diplomatiques entre le Rwanda de Kagame et la France sont rompues depuis 2006. Le président Sarkozy a bien tenté d'apaiser les relations avec le Rwanda en y envoyant son ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Mais Paul Kagame dénonce toujours des accusations sans fondement contre Madame Kabouye et attend la suite en laissant planer la menace d'une mise en accusation de plusieurs personnalités françaises pour leur rôle présumé dans le génocide. Une version rwandaise d'œil pour œil et dent pour dent.
On en vient à la politique et à ces toutes dernières heures de suspense au Parti Socialiste avant le vote demain des militants. Dernier meeting aussi pour Martine Aubry à Aubervilliers, pour Benoît Hamon à Brest et pour Ségolène Royal à Paris. Ségolène Royal qui est avec nous. On vous retrouve dans un instant en direct du gymnase Japy. Bonsoir Ségolène Royal. D'abord explication sur ce qui pourrait aboutir à un duel de dames. Martine Aubry, Ségolène Royal. Elles sont concurrentes aujourd'hui. Leurs chemins se sont régulièrement croisés pendant 25 ans. Jeff Wittenberg. Tous les rapprochaient. L'éducation stricte et catholique. Institution Notre-Dame d'Épinal pour Ségolène Royal. Le couvent des Oiseaux à Paris pour la fille de Jacques Delors. À quelques années près, elles auraient pu se croiser à l'ENA, où les jeunes femmes alors n'étaient pas nombreuses. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Sur cette photo de la promotion 1980, on reconnaît François Hollande et Ségolène Royal. Et puis il y a un homme très important qui les relie. De l'une, il est le père. De l'autre, Jacques Delors, qui devait être l'avenir de la gauche et la référence. Dans les années 90, Ségolène Royal est une deloriste. Royal, Aubry, elles sont de tous les gouvernements socialistes, ceux de François Mitterrand, de Lionel Jospin. On pourrait même les imaginer amies sur les perrons. Nous, c'est l'avenir. Et quand l'une passe à l'heure de vérité, la grande émission politique de l'époque, l'autre est dans le public. Non, pas forcément. Je ne crois pas du tout. Ça se gâtera plus tard avec finalement la montée en puissance de l'une des deux. Les inséparables sont devenus des rivales. Ces images sont trompeuses. En 2007, Martine Aubry embrasse Ségolène Royal, candidate, mais ne la soutient que du bout des lèvres. De toutes ces petites. Tous les rapprochaient, tous les opposent. La conception du parti les amis, même si au congrès de Reims, elles se sont saluées et lancé des amabilités que chacun a pu interpréter à sa façon. Nous avons fait la CMU. C'est toi, Martine Aubry. Ségolène a demandé qu'on se respecte. Respectons-nous. Demain, ces deux femmes socialistes à la carrière parallèle seront pour la première fois face à face. Merci d'être avec nous en direct, Ségolène Royal. Ici même, hier soir, Martine Aubry disait qu'en cas de victoire, elle vous tendrait la main, peut-être pour vous intégrer dans son équipe. Est-ce que vous feriez de même pour elle ? Ça a déjà été fait. J'attends pas le vote des militants pour avoir tenté de rassembler les socialistes avant le congrès de Reims, qui malheureusement s'est assez mal passé, puisqu'en effet les militants m'avaient déjà placé en tête. Et comme tout le monde l'avait dit, normalement ce rassemblement aurait dû se faire autour de moi. Bon, c'est pas grave, il va falloir attendre demain soir. Contrairement à ce que montre votre reportage, les militants vont d'abord voter demain soir. Peut-être vont-ils déjà demain soir désigner leur futur leader. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à ce soir-là, puisqu'il y a plus de 1000 personnes m'attendent derrière cette porte, je vais convaincre les socialistes, bien sûr, de rester fidèles à leurs valeurs, mais surtout d'avoir la force de changer. Je veux mettre en avant une nouvelle génération et surtout, je veux que les socialistes soient forts aujourd'hui dans le débat démocratique. Alors justement, pour vous, le changement, ça passe par des actes très concrets. Vous n'avez pas écarté la possibilité de vendre le siège du PS pour qu'il aille s'installer dans un quartier populaire. C'est un vrai projet ? Pourquoi pas? Je crois qu'il n'y a aucun tabou. Bien évidemment, il faut un lieu où il soit possible de travailler, où l'on sera efficace et où l'on se mettra tout de suite au travail en équipe. Parce que je crois que c'est cela que les Français attendent de nous, que nous mettions au travail. Il y a tant de choses à faire. Demain, il y a un grand mouvement sur l'éducation nationale. Vous voyez, des milliards ont été trouvés pour les banques et le pouvoir en place taille à vif dans les services publics, dans l'éducation nationale. Le pouvoir en place a trouvé de l'argent, a fait des cadeaux fiscaux pour les plus riches, pour les rentiers, mais l'éducation, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et le combat de toujours des socialistes, ça a été l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation. Alors, le combat pour l'égalité, c'est d'abord l'accès à la réussite scolaire. Et il faut que nous soyons nombreux demain, parce qu'au moment où les Français sont isolés face à la crise financière, les services publics, c'est ce qui nous fait tenir debout ensemble, avec une solidarité entre les territoires. Un dernier mot, Ségolène Royal. Ils ont toute leur place. D'un point de vue arithmétique, vous n'êtes pas la favorite. Est-ce que vous y croyez vraiment ? C'est vrai que d'un point de vue arithmétique, je ne suis pas en effet la favorite, mais moi je crois d'abord à la politique, c'est-à-dire à la force des idées, à la force de la conviction, au sentiment que les militants comprennent qu'aujourd'hui le Parti socialiste a une chance
soit de regarder vers l'avenir, soit de retourner vers le passé et de reconduire les mêmes. Et je pense que ce serait une erreur. Cela dit, leur vote sera souverain et ce qu'ils feront, ils le feront bien, mais je pense qu'ils vont voter pour 3 ans. C'est-à-dire ils vont définir quelle équipe sera pour 3 ans à la tête du Parti socialiste. Et moi, ce que je leur dis, c'est que cette équipe, je l'ai rassemblée, ce projet, il est là, cette légitimité, ils me l'ont déjà donnée lors du vote sur les projets. Alors je les appelle à venir voter massivement pour que tous ensemble, nous soyons fiers d'être socialistes et surtout utiles aux Français. Merci Ségolène Royal d'avoir été avec nous donc en direct de votre dernier meeting ce soir. Un mot de la réforme de l'audiovisuel public qui sera bientôt discutée à l'Assemblée. Réunis en commission, les députés ont décidé de réduire les taxes sur les chaînes privées et sur les opérateurs de télécom, taxes décidées pour compenser la suppression de la publicité après 20 heures. Dans une déclaration à l'AFP, le ministère de la Culture et de la Communication indique que le montant de cette compensation sera de toute façon garanti, soit 450 millions d'euros. La santé, avec, je vous le disais, ce succès médical très encourageant. Une femme de 30 ans a bénéficié d'une greffe de trachée sans médicaments immunosuppresseurs. Ces traitements d'ordinaire sont très lourds, très handicapants. Cette opération a été rendue possible grâce aux cellules souches de la receveuse. Nathalie Sapena. Il y a quelques mois, cette jeune femme de 30 ans était en détresse respiratoire aiguë. Aujourd'hui, Claudia Castillo respire normalement grâce à une première médicale. On lui a greffé une trachée dans cet hôpital de Barcelone. Je me sens bien, normal. Je peux travailler, m'occuper de mes enfants. La trachée, la voici juste avant l'opération. 7 cm prélevés sur une donneuse décédée. Elle a fait l'objet d'un traitement jamais tenté auparavant. Nettoyée et soigneusement rincée pendant 6 semaines pour la débarrasser de tous les antigènes de la donneuse. Puis plongée dans un bain de cellules prélevées sur Claudia Castillo dans ce petit réacteur rotatif spécialement conçu pour l'opération. L'objectif, reconstituer la muqueuse qui tapisse la trachée. Ainsi préparée, elle a pu être transplantée. L'immense avantage de cette technique, Claudia Castillo n'a pas besoin de médicaments anti-rejet, obligatoires à vie dans toutes les autres greffes. Cela évite toutes les complications post-opératoires et aussi à plus long terme. 4 mois après l'opération, elle a repris une vie normale auprès de ses enfants. Cette première mondiale est aujourd'hui un immense espoir pour ceux qui souffrent de cancer du larynx ou de la trachée, à qui la greffe était interdite à cause des traitements anti-rejet. Une image rare dans l'espace. L'une des astronautes de la navette spatiale américaine qui effectuait hier une sortie orbitale a perdu sa trousse à outils dans l'espace. C'est en voulant nettoyer ses gants sur lesquels de la graisse avait coulé que le sac a glissé, lui a échappé. Ces débris seront suivis au millimètre par la NASA car ils circulent ensuite à 28 000 km/h et peuvent provoquer de graves dommages en cas de collision. On l'appelait Pibe de Oro, l'homme au pied d'or. Maradona est de retour comme sélectionneur argentin. Premier match ce soir face à l'Écosse et c'est un passé pas vraiment glorieux qui refait surface. Christophe Duchiron. Avant-hier, Maradona débarquait à Glasgow pour son premier tango d'entraîneur. Et il y avait foule, des micros et des caméras, ce grand bal médiatique qui l'accompagne depuis son plus jeune âge. Mais Diego, c'est pas une vie, c'est un destin. Enfant pauvre, génie précoce, héros planétaire, avec sa part d'ombre et de lumière, il a connu la gloire, les drogues et l'alcool, la surcharge pondérale, les dépressions. Et le voilà qui débute comme sélectionneur de l'Argentine ce soir contre l'Écosse, avec ses convictions. Ça n'est pas vrai qu'un ancien grand joueur de football ne peut pas devenir un grand entraîneur. 450 journalistes accrédités pour un simple match amical, c'est énorme. Mais c'est un match qui fait débat. L'entraîneur adjoint de l'équipe d'Écosse est un ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre qui était sur le terrain en 1986 en Coupe du Monde quand Maradona marquait de la main le premier but du match. À l'époque, Diego avait parlé de la main de Dieu. Je ne lui pardonnerai jamais. Même 22 ans après, quand on est éliminé d'un quart de finale de Coupe du Monde dans ces circonstances. En 1966, l'Angleterre a gagné une finale contre l'Allemagne grâce à un but qui n'était pas valable. Ok. L'art du dribble n'a pas quitté Diego. Avant c'était les défenseurs, aujourd'hui ce sont les questions des journalistes qui l'éliminent en finesse. Diego reste un phénomène et depuis qu'il est entraîneur,
un phénomène de curiosité. Du cinéma avec la sortie d'un film original aujourd'hui, J'irai dormir à Hollywood d'Antoine de Maximi. Il est parti d'une émission de télévision. Le réalisateur traverse les États-Unis à pied, en stop ou en vélo et s'invite tout simplement chez les gens à l'improviste. Pascal Deschamps, Stéphane Guimau. En dessous, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai envie de traverser l'Amérique et puis de rencontrer les Américains. Aller dormir chez des inconnus, l'idée est née d'une envie de rencontre. Pour tout bagage, une décontraction naturelle qui ouvre à Antoine de Maximi bien des portes. Want something to drink? I have a sleeping bag in my bag. May I spend the night here? I want to meet the American people and I want to share their life. Pour faire une petite blague, moi je vais essayer d'aller dormir chez Antoine de Maximi. Excusez-moi, j'ai eu votre adresse par hasard, je voulais savoir si je pouvais dormir chez vous ce soir. Raté. Si Antoine, lui, se laisse guider par le hasard, il parvient toujours à inspirer confiance à ceux qui ont quelque chose à raconter. Alors voilà. Son matériel, c'est le harnais. Du sur-mesure, est discret. Voilà, et donc j'ai une caméra qui me filme moi et une deuxième caméra qui filme les gens en face. And I wanted to meet also people from Indian people. Des Indiens intrigués par le corbillard dans lequel ils voyagent. You would be afraid to be in a car like this? Yes. Why? Because spirits are probably like thousands in there. Quand on laisse les gens dire uniquement ce qu'ils ont envie, ben en fait, ils parlent des choses qui les préoccupent profondément. À l'image de cet habitant de la Nouvelle-Orléans qui tient absolument à lui montrer sa maison détruite par l'ouragan Katrina. This is my house. Ah, this one? Yeah, this used to be my house. En fait, les séquences qu'il y a dans le film, elles sont très... Il y en a qui sont très drôles, d'autres qui sont très émouvantes, d'autres qui sont très inquiétantes. Et ouais, c'est les États-Unis, c'est un pays de démesure. Le périple ne pouvait s'achever qu'à Hollywood. Ira-t-il dormir chez une star? Peu importe. Son film dessine le portrait tendre d'une Amérique qui réserve toujours bien des surprises. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les syndicats enseignants veulent marquer le coup contre les suppressions de postes. La grève demain devrait être très suivie, en particulier à l'école primaire. Situation très inégale pour l'application du service d'accueil minimum. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Tania Young, 20h50, c'est le grand retour de Clara Scheller avec Zoé Félix. À 22h50, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des Infiltrés. Ce soir, Ma vie en faux, une enquête saisissante sur les faussaires et l'étendue de la fraude. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.